Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Entre novembre 2024 et janvier 2025, Azimut propose un programme de 15 webinaires destinés aux parents de futurs étudiants. Allez sur azimut-orientation.com pour le découvrir et réserver votre place gratuite. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous. Merci d'être là. Pour cette conférence, donc consacrée au... Je ne comprends pas. Juste une toute petite seconde. On a un petit sujet d'affichage. Je voulais que vous puissiez avoir au moins les noms et titres de nos intervenants. Merci. Donc bonjour à tous. Merci d'être là pour cette conférence consacrée au label accréditation et titres des écoles. Elle a pour objectif en fait de vous donner des repères pour vous y retrouver. C'est absolument indispensable aujourd'hui. De la même façon que lorsque vous allez finalement faire vos courses, excusez-moi la trivialité de la comparaison, vous regardez ce que vous achetez, la composition de ce que vous achetez, bien sûr, mais aussi éventuellement le label rouge, les repères, la médaille d'or du Salon de l'Agriculture, etc., etc. Finalement, quels sont les repères de la qualité de ce que vous achetez ? De la même façon, nos intervenants vont vous expliquer quels sont les repères de la qualité des formations auxquelles vous allez prétendre. Je remercie d'ores et déjà nos trois intervenants. Donc, Emmanuelle Almendra, qui est directrice de la communication et des admissions de CPE Lyon, qui est une école d'ingénieurs. David Rank, qui est enseignant-chercheur à l'ESCA et qui est aussi responsable des accréditations et de la certification. Et puis, à ma droite, la parole de l'usagère, à savoir donc Sarah Abounas, qui est étudiante à Léonard de Vinci à La Défense et qui est membre du CA du BNEM. Alors moi, je l'appelle le BNEM, c'est le Bureau national des étudiants en école de management et qui est en fait la représentante de la parole étudiante dans le cadre de cette conférence. Rapidement, donc les enjeux. Je vais laisser la parole à nos intervenants. L'idée étant donc de vous donner un certain nombre de repères et de définir un cadre. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir ces repères lorsque on va faire le choix d'une formation ensuite sur Parcoursup. Bonjour à tous. Alors oui, si on commence par un peu définir les enjeux et dire en quoi ces labels, certifications sont importantes pour le choix d'une formation, je pense qu'il y a trois enjeux principaux. Il y a d'abord un enjeu de lisibilité, c'est-à-dire que tous ces labels et accréditations nous aident à nous définir et aident les personnes qui ont à choisir une formation à savoir vers quoi se tourner. Donc on a des catégories d'écoles, des catégories de diplômes, et donc tous ces petits labels nous aident à nous définir et aident à la lisibilité. Il y a ensuite un enjeu de fiabilité. Le fait de se faire accréditer par une instance externe, officielle, nationale, ça amène de la crédibilité, de la légitimité, de la fiabilité. Et ensuite, il y a un enjeu de reconnaissance. Plus nos formations seront accréditées officiellement et reconnues, plus les diplômés pourront s'insérer sur le marché du travail ou pourront avoir des mobilités à l'international, par exemple. Peut-être on peut dire que pour les écoles d'ingénieurs, le repère est assez simple puisqu'on a la CTI qui est une instance. Voilà, c'est la CTI, la commission des titres d'ingénieur.
est vraiment l'instance qui accrédite les diplômes. Donc, tout diplôme d'ingénieur doit être accrédité par la CTI. Donc, la CTI n'accrédite pas le diplôme une seule fois au début, mais revient régulièrement suivre et voir si la formation est toujours au niveau. Donc, on peut être accrédité pour 5 ans. Si tout va bien, on est accrédité pour 5 ans. Donc, tous les 5 ans, il y a un audit qui est fait, il y a un dossier à préparer qui demande beaucoup de travail, qui est très exigeant. Et donc là, le diplôme est de nouveau accrédité. Donc on est sans cesse... Là, nous, par exemple, on va lancer un nouveau diplôme à la rentrée 2025 en biotechnologie. Donc là, on a attendu d'être accrédité par la CTI pour pouvoir communiquer sur ce diplôme, lancer les admissions, etc. Sinon, on ne pouvait pas ouvrir cette formation. Voilà, donc c'est pas un diplôme qu'on crée par effet de mode. On est d'accord, c'est un peu plus lourd que ça. David, côté Business School. Alors, côté Business School, les enjeux sont très similaires. Je les résumerai sur 2 points. Le premier, c'est les accréditations, c'est la garantie d'être bien formé. Et le deuxième, c'est la garantie de trouver un emploi en sortant. Les accréditations des écoles de commerce, c'est finalement assez simple à comprendre. Il y a plein de labels, mais vous avez vraiment une hiérarchie. Tout en haut, vous avez les écoles triple accréditées, ACSB, AMBA et QUIS. Toutes ces écoles ont forcément le grade et le visa. Donc, un master gradé et toutes les écoles qui ont gradé de visa ont une fiche RNCP. Donc, en gros, une école qui est triple accréditée, elle a toutes les reconnaissances possibles. Et ensuite, il y a des écoles qui ont le grade ou le visa qui est un peu moins bien que le grade et des écoles qui n'ont que les fiches RNCP. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Vous avez 3 étages, triple accréditation internationale. Pour ça, il vous faut être gradé visé. Et pour ça, il vous faut une fiche RNCP. Donc, c'est assez facile à comprendre. En termes de gage de qualité, pourquoi c'est un gage de qualité ? Parce que, comme vient de le dire Emmanuel, on est audité régulièrement. Pour que vous ayez une idée, là, on a déposé hier 2 dossiers pour des diplômes. L'an dernier, on a été audité 11 fois. On a déposé 11 diplômes. Donc 11 dossiers de diplômes, de reconnaissance, que ce soit international, français, etc. Donc 11 équipes, enfin un peu moins, qui sont venues voir dans l'école, qui nous ont posé des questions. Ce qu'ils viennent vérifier, c'est des points assez simples. Est-ce que l'école, on a la garantie qu'elle existe dans 3, 5, 10 ans ? Ce n'est pas toujours le cas. Quand une école n'est pas reconnue, il faut quand même faire un petit peu attention. Deuxième point, ils viennent regarder la qualité des programmes. Ils vérifient que les programmes forment bien, forment aux enjeux, que les entreprises, dans le cadre d'une école de commerce, sont impliquées dans la définition des programmes. Alors évidemment, c'est nous qui faisons les programmes, mais on vérifie auprès des entreprises qu'on forme aux compétences dont ils ont besoin aujourd'hui, dans 3 ans, dans 5 ans. Ils vérifient que tes étudiants, qu'on les recrute correctement. Recruter correctement, ce n'est pas seulement un enjeu de recruter les meilleurs, c'est recruter ceux qui peuvent réussir. On peut avoir un étudiant, une étudiante, ou un candidat ou une candidate, qui est très bien, mais qui réussira en école d'ingénieur et pas chez nous. Et l'inverse. Donc nous, l'enjeu, c'est vraiment de vérifier une école accréditée et d'être tenu de vérifier que quelqu'un qui est admis est capable d'avoir le diplôme à la fin. Ensuite, il vérifie évidemment, après les candidats, les étudiants, la deuxième population la plus importante dans une école, qui est la faculté, c'est-à-dire des enseignants. On vérifie que, en gros, 90 à 95% des enseignants sont qualifiés pour former. On a toujours un volant de 5-10% pour les enseignants de langue, etc. Mais on vérifie en général 2 choses. Soit ils sont qualifiés par leur expertise scientifique, c'est-à-dire qu'ils ont un doctorat et publient, soit ils travaillent en entreprise. Et en général, il y a des ratios qui changent, mais on essaie d'avoir 50-50 ou 40% d'académiques, 60% qui viennent d'entreprise. Ça varie dans ces zones-là. Voilà. Et ensuite, ils vérifient beaucoup d'autres choses, mais déjà, quand ils ont vérifié tout ça, ils ont vu beaucoup de choses sur une école. Et ça, une école qui est triple accréditée, grade, visa, RNCP, vous avez la garantie de tout ça. Et voilà, c'est d'ailleurs, comme ça que je définirais. Et d'ailleurs, lors des audits, donc il y a l'équipe de direction, l'équipe un peu administrative qui est interviewée, mais pas que. Et donc, on doit proposer des étudiants qui vont être interviewés, des diplômés, des partenaires entreprises. En fait, toutes les parties prenantes sont interviewés, voilà, ils vérifient tous ces aspects-là. Et dans certains cas, on rédige un rapport étudiant. C'est-à-dire que c'est les étudiants qui rédigent un rapport sur l'école et qui doivent ensuite le défendre ou être interrogés dessus pendant l'audit. Ça, c'est le cas des QUIS, par exemple, qui est l'accréditation de toutes les accréditations, celle qui est sans doute la plus exhaustive sur la qualité d'une école. Elle vérifie absolument tout.
aucune école ne coche toutes les cases, c'est pas possible, mais au moins tout est vérifié. Oui, donc vous l'avez bien compris, le sujet, c'est vraiment de choisir des écoles qui sont évaluées et en fait sur lesquelles vous pouvez avoir une indication sur cette évaluation. Ça, c'est le premier, j'allais dire, c'est l'objectif de cette conférence, c'est de vous éclairer sur ces évaluations. Moi, je voulais sonder un tout petit peu le public. Est-ce que vous pouvez lever la main si vous visez une école d'ingénieurs? OK. Côté business school. Ah, on a moins de business, oui. Et côté école d'art, peut-être, et communication? D'accord. Donc ça, c'est important pour qu'on puisse... parce que précisément, côté école d'art et communication, les dispositifs sont un petit peu moins normés, en fait, en termes de repères, me semble-t-il. Donc peut-être un premier conseil un premier conseil d'ores et déjà, il y a 24 000 formations référencées sur Parcoursup. Le fait d'être référencé sur Parcoursup, c'est pas une accréditation, hein, clairement. Il n'y a pas c'est pas la même exigence que ce qu'évoquait David à l'instant ou Emmanuel. En revanche, c'est quand même une première garantie de qualité parce que ce sont des formations qui sont reconnues par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, là on est sur la précédente. Première indication. Voilà. Première indication, l'étiquette Parcoursup. Allez voir sur le portail Parcoursup les fiches formation. Sur les fiches formation de Parcoursup, vous avez ces petits losanges, hexagones plutôt, bleus, qui comportent en fait la mention dont parlaient nos deux intervenants, c'est-à-dire le titre, le grade et les différentes éléments en fait de repère de ces différents diplômes. Et à partir de là, on a un sujet autour, notamment sur l'alternance, sur la partie RNCP, où je pense qu'on peut peut-être traiter ce sujet-là avant de passer la parole ensuite à Sarah, sur les titres RNCP, qui sont des titres reconnus par l'État, mais sur lesquels il y a quand même des points de vigilance à avoir, notamment en matière d'alternance. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le RNCP, c'est le ministère du Travail. Ce n'est pas du tout le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. C'est quelque chose qui a été mis en place essentiellement pour contrôler vers qui vont les fonds publics, pour tout ce qui est financé de façon publique. Donc, dans le cas du post-bac, c'est surtout de l'alternance, mais aussi de la formation continue, des choses comme ça. Mais ça, je pense que c'est pour plus tard. Donc, c'est vraiment un contrôle où, si vous voulez, un dossier RNCP, nous, ça nous prend 2-3 semaines de travail, pas beaucoup plus, alors qu'un dossier comme Equis, c'est 1 an et demi de travail pour tout démontrer. Donc, ce n'est pas du tout les mêmes gages de qualité. Il y a un point d'attention, en tout cas en école de commerce, mais je pense que c'est pareil en école d'ingénieur. Enfin, en école, je crois que la question ne se pose pas en école d'ingénieur parce que souvent il faut le titre. Mais chez nous, il y a un petit sujet qui est le RNCP, c'est vraiment le premier échelon de reconnaissance. Attention, ça ne délivre pas de visa ou de grade de licence, pas de visa ou de grade de master. Ça délivre des équivalents qui ont des noms barbares, que j'oublie moi-même les numéros de grade, puisqu'en plus ils ont changé. Les numéros de niveau, en fait. Donc faites attention parce que la poursuite d'études est très difficile s'il n'y a que la fiche RNCP. Ça peut avoir sa valeur si votre projet est de travailler très vite, de jamais refaire d'études dans les 35 prochaines années de carrière, mais c'est risqué. Voilà, il faut, à partir du visa et du grade, vous avez une probabilité de poursuivre des études qui est de 98-99%, on va dire, et même 100% si vous êtes dans un domaine cohérent. Avec les études précédentes, mais juste une fiche RNCP, dans le cadre d'une stratégie Parcoursup, ce qui me paraît important, c'est de se dire, c'est plutôt un plan C, voire un plan D. À mon avis, il ne faut pas se dire, je vais vers une formation qui n'a qu'un titre RNCP, parce que même si à 17, 18, 19 ans, selon l'âge que vous avez au bac, vous vous dites, je ne ferai pas d'études plus tard, ça change. Hein. Déjà, 2 ans plus tard, nos étudiants ne sont plus les mêmes. Hein. Ceux qui viennent même chez nous pour 3 ans, ils font toujours 5 ans. Donc c'est important de le garder en tête, garder des portes ouvertes. Et les titres RNCP, c'est bien pour plein de choses, mais en post-bac, c'est très risqué.
Juste titre RNCP. Quand il y a un titre RNCP plus le reste, c'est très bien. Après, l'intérêt des fiches RNCP, vous pouvez quand même y trouver des informations intéressantes. C'est très tourné autour des compétences. Donc, par exemple, vous pouvez voir ce diplôme amène à telle compétence métier. Voilà, ça fait un peu le lien entre les formations et les métiers. Voilà, à titre informatif, ça peut être quand même une source d'information intéressante. Après, au niveau des titres, effectivement, il faut faire attention. Voilà, et c'est un point de vigilance en fait. Nous, notre objectif, c'est pas de diaboliser les formations, c'est en revanche de vous donner des clés et des points de vigilance, de vous informer sur ce que vous allez finalement acheter, puisque la démarche en école, de toute façon, quel que soit, enfin, c'est un investissement. Qu'il soit en temps d'études ou qu'il soit financier en frais de scolarité en fonction finalement des schémas dans lesquels vous allez vous insérer, sachant qu'en alternance, pour le coup, les frais de scolarité sont pris en charge par l'employeur et l'OPCO en l'occurrence. Vous aviez une question, monsieur, alors je vais vous passer mon micro. Bonjour. En gros, moi j'ai un enfant qui veut aller en école d'art. Donc là, ce qu'on voit, on voit des titres RNCP de niveau 7 et toutes les écoles me disent on est hors Parcoursup. Donc c'est admission. On a bien une certification ou en tout cas un diplôme RNCP, on m'avait dit truc niveau 7 là, RNCP niveau 7 et on est en admission hors Parcoursup. Donc en gros, c'est une certification, c'est pas un diplôme vraiment reconnu, puisque ce que vous dites, c'est que c'est important d'avoir ce premier niveau, mais c'est un niveau reconnu pour le travail, mais finalement, c'est pas un diplôme officiel. Alors, je peux pas me prononcer sur les écoles d'art parce que c'est pas mon secteur et il est beaucoup moins réglementé que le nôtre. Il y a moins d'écoles aussi. Là, mon conseil, si toutes les écoles sont logées à la même enseigne, c'est de parler aux étudiants, aux diplômés, regarder les taux d'insertion, dans quel domaine ils s'insèrent. Je peux pas, en fait, il faut que vous fassiez le travail que font les accréditeurs sur nos écoles. Mais je ne connais pas le milieu des écoles d'art. En fait, c'est un milieu sur lequel, justement, il y a beaucoup moins de contrôles et de normes. Par conséquent, il faut être vigilant et aller faire le tour. En effet, je pense faire votre enquête, en fait. C'est leur boulot. Et c'est pas le sujet. En fait, le sujet. S'ils sont là à tous les salons étudiants, si toutes les écoles qui sont représentées, toutes les écoles privées sont représentées et qui sont encore invitées chaque année, ça veut dire qu'en gros, quoi qu'il arrive, l'État cautionne, en tout cas, il y a quelqu'un. Il y a des débouchés. En fait, la difficulté, c'est que tout le monde ne rentre pas aux Beaux-Arts de Paris. Et par conséquent, il y a beaucoup plus d'aspiration à des métiers de création. Et c'est vrai, et pour le coup, bon, vous avez le campus des métiers d'art, hein, qui est un campus des métiers d'art, campus des métiers et des qualifications en art. Vous allez le trouver aussi sur le salon, qui est un campus public. Mais typiquement, nous, à titre purement individuel, au titre de l'organisation du salon, on n'arrive pas à faire venir l'école des beaux-arts sur le salon post-bac. Et par ailleurs, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Donc c'est notre objectif et c'est vraiment la raison pour laquelle on maintient cette conférence et on y tient, on l'a créée il y a 4 ans, c'est pour vous donner des clés de choix et de tri et des points de vigilance. On n'est pas ça ne veut pas dire en fait votre enfant il va faire cette école, il va faire une école d'art peut-être faiblement accréditée avec juste un titre RNCP, ça ne veut pas dire qu'il ne trouvera pas de boulot. Parce que si c'était le cas, si aucun de ces diplômés ne trouvait de boulot, ça finirait quand même par se savoir. Donc le point, c'est vraiment redoubler de vigilance. Vous avez des titres RNCP, faites des enquêtes, allez voir des employeurs et j'allais dire, faites le tour en effet de la question. Et sur les fiches RNCP, ce qui est important, il y a marqué les métiers auxquels prépare l'école. La seule chose que je sais des écoles d'art, pour en avoir parlé à des collègues, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui rentrent pour être artistes. Il y en a très peu qui deviennent artistes. Ils deviennent créatifs. Enfin, donc c'est ça il faut aussi, bien ça regarder si ça correspond du profil. Ouais. En fait, il faut se poser des questions. Qu'est-ce que votre enfant veut? Si il veut devenir artiste ou pas? Quelles sont ses possibilités? Est-ce qu'il va vraiment devenir artiste à la fin? Ou justement explorer ce monde et peut-être trouver une autre voie? En fait, ça va plus être une passerelle
pour ensuite, je ne sais pas, explorer un autre domaine. Mais certaines écoles donc, proposent soit un chemin tout tracé, ou alors proposent donc, des passerelles. Il faut également voir la possibilité, si l'étudiant a une possibilité de rebondir. Si par exemple il commence 2 ans, est-ce qu'il est obligé de continuer jusqu'au bout? Est-ce qu'il a la possibilité de rebondir ailleurs? Il faut évaluer ça. Donc les titres RNCP sont très utiles pour ça. Ne délivrent pas un diplôme à la fin, mais au moins des équivalents. Peut-être, Sarah, de votre point de vue d'usagère. Alors, de mon point de vue, moi, je me suis beaucoup posé des questions. Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je fais? Par où commencer? Voilà. J'ai beaucoup commencé à apprendre à me connaître. Quelles sont mes capacités, mes forces, mes faiblesses, etc. Qu'est-ce que je peux apporter au monde professionnel? Et j'ai beaucoup essayé de travailler sur moi-même. Donc, il y a beaucoup de ressources accessibles en ligne. Je recommande les Ikigai. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous en avez entendu parler, pour tout ce qui est développement personnel et savoir comment se spécialiser plus tard, etc. Et j'ai voulu commencer avec la communication, personnellement. J'étais en première et j'aimais beaucoup communiquer, réaliser des projets, travailler sur un projet et le lancer. Et donc j'ai fait beaucoup de salons comme ça, de conférences, des journées portes ouvertes. Et en parlant aux étudiants, il y en avait pas mal qui savaient ce qu'ils voulaient faire dès le début. Donc qui savaient que plus tard, ils allaient travailler dans une équipe de com ou des choses comme ça. Et ils voulaient se spécialiser dès le début. Donc dès le début, ils savaient. Moi, c'était pas du tout mon cas. Je voulais quelque chose d'assez généraliste pour ensuite envisager plus tard de me spécialiser. Donc, c'est pour ça que je suis partie vers une école de commerce qui est donc 2 à 3 ans de socle général, puis ensuite de spécialisation. Je suis sûre que vous en avez pu en voir pas mal qui vous présentent tout le temps des programmes très similaires et en même temps très différents à la fois. Et donc j'ai aussi cherché une école où je me sentais à l'aise, où j'aimais bien le programme qui était proposé, les matières me donnaient envie, l'environnement, et comme ça a été mentionné par les intervenants, donc une école reconnue qui donc a une possibilité qui est reconnue, qui est officielle, qui pourra me permettre d'accéder à des entreprises, voilà, qui pourront m'embaucher après, en fait, aussi simple que ça, parce que c'est vrai que c'est un investissement, c'est beaucoup de recherche. On choisit pas une école comme ça au hasard parce que le nom est sympa ou que le campus donne envie. C'est aussi qu'est-ce qu'une entreprise a envie, parce qu'une école de commerce, j'ai beaucoup ce ressenti. Donc j'interviens beaucoup dans des écoles et des lycées où j'ai l'impression qu'une école de commerce, tout le monde peut le faire. Où j'aime bien faire ça, j'aime bien parler, j'aime bien communiquer, hop là je le fais. Mais les entreprises, elles vont voir en 2028, donc ma promo, 5000 petits étudiants qui ont le même profil, le même CV, j'ai fait une école de commerce, j'ai fait une alternance, j'ai fait ça, etc. Mais comment se différencier ? Ça c'est important. Donc on peut se différencier avec des écoles donc qui sont plus accréditées, qui ont les triples couronnes, etc. Ou aussi on peut se différencier par rapport au profil. Donc si l'étudiant se lance dans des projets plus personnels, les associations, etc. Voilà, chacun trouve sa voie comme il veut et c'est l'essentiel. Et aussi l'essentiel, c'est de s'y plaire, bien sûr. Oui, pour revenir sur cette thématique de l'insertion professionnelle, en fait, parce que c'est l'école et après, hein, c'est quand même ça aussi la question. Sur Parcoursup, vous avez ces indications qui vont commencer à être mises en place pour l'ensemble des formations référencées. Donc, des indications sur l'insertion professionnelle des diplômés. Et ça, c'est quand même un indicateur important qui doit éclairer votre choix et peut-être des compléments du côté d'Emmanuel. Oui, dans le fait d'être accrédité ou d'appartenir à des conférences nationales, comme la conférence des grandes écoles, ça permet de proposer des chiffres, sur l'insertion notamment, en toute transparence. Il y a la conférence des grandes écoles tous les ans qui fait une enquête emploi auprès de toutes ces écoles. Donc il y a un énorme questionnaire qui est diffusé par les écoles aux diplômés qui viennent de sortir, et on a une photographie précise, transparente de l'insertion de nos diplômés,
qui est donc faite par un organisme extérieur. C'est pas nous qui faisons l'enquête et qui disons on a tel taux d'emploi, etc. C'est la source, c'est l'enquête CGE et c'est fiable, c'est transparent. Donc ça aussi, le fait de... Je trouve que c'est important de regarder si les écoles font partie de ces réseaux nationaux, de ces confédérations. Pareil, au niveau de la FESIC, c'est pareil, il y a des mutualisations d'actions, des enquêtes communes, etc. Et donc ça joue aussi, ça participe aussi à la crédibilité, à la fiabilité des informations qui sont données par les écoles. David, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Oui, quelque chose qui est important. En 2024, il me semble qu'il faut faire attention vraiment au débouché, à la carrière que vous aurez après. Et un élément qui est important, c'est l'internationalisation. En tout cas dans le commerce. Je pense que des personnes qui passent le bac cette année auront tous les ans de plus en plus de possibilités de travail international. Et parfois même, pour progresser, il faudra passer par une expérience de travail à l'étranger. Ça me paraît très important. Donc, choisissez aussi les écoles qui ont un bon réseau d'écoles internationales, des écoles de bon niveau. Si je prends notre exemple, on a près de 300 écoles partenaires internationales. Regardez les listes. Il y a des noms des universités qui sont dans le top 7 en Chine. On a Fordham aux États-Unis, par exemple. Je crois qu'on a Berkeley aux États-Unis. Donc, ça vous donne aussi une bonne idée de l'école, du niveau de l'école et du projet, parce que je rebondis un peu sur ce que je dis, pour se différencier. Ce n'est pas seulement les accréditations internationales aident. Nous, c'est évident qu'avec la triple couronne, c'est beaucoup plus facile d'avoir un accord avec Berkeley que quand on ne l'avait pas. Mais pour vous, en tant que bachelier à la fin de l'année, dites-vous dans les 30, 40 prochaines années de carrière, 1, 2, 3 ans à l'étranger, ce n'est pas du tout impossible. Et si vous l'avez préparé par votre semestre dans une très bonne école internationale, ça fait toute la différence. Si vous voulez aux États-Unis pour travailler, ce sera plus facile si vous avez fait votre semestre d'échange académique aux États-Unis avec l'ESCA ou avec l'école que vous avez choisie. Voilà. Ça, l'international, ne l'oubliez pas, c'est vraiment un critère de choix parce qu'on ne pense pas juste 2024, il faut penser qu'on travaille jusqu'en 2054, 2064. Par ailleurs, je voulais répondre au sujet, notamment pour la partie cursus école d'art et école créative. Je vous invite à ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. C'est-à-dire qu'en fait, il y a à la fois le côté métier-passion, et on comprend en fait souvent ce choix, il répond à un intérêt très profond pour le jeune, enfin au cœur du jeune. En revanche, je pense que c'est intéressant en tant que parent de questionner et de questionner de façon... Voilà, il y a 10 vœux sur Parcoursup, on voit étudiants, avec des vœux sous-groupes pour la partie CPGE, entre autres. Mais surtout, voilà, essayer de ratisser large et de faire aussi des choix, enfin, d'ouvrir plein de portes. C'est un peu le sens du salon post-bac, hein, c'est de pouvoir avoir un salon très complet pour pouvoir aller aussi sur le stand des universités, discuter et voir s'il y a des choses qui sont à la marge de cette fibre de créativité et d'essayer d'explorer d'autres types de voies de façon à ne pas rester enfermé sur un seul choix. En tout cas, pour ces carrières très très proches de la passion de mon fils aime dessiner, c'est peut-être pas complètement suffisant pour choisir une orientation en post-bac, me semble-t-il. Il y a peut-être aussi un critère qu'il faut ajouter, dont on parle rarement, qui est le critère ESPIG. Ça veut dire établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général. Ça veut dire que ce sont des écoles qui sont forcément non lucratives. Nous, par exemple, on n'a pas le droit de faire de bénéfices. Si on en a, on est obligé de les réinvestir dans l'école. On ne peut pas distribuer de dividendes. On n'a pas le droit d'avoir d'actionnaires réellement. On est une association quand on est ESPIG. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des écoles commerciales, dans le sens qui ont le droit, elles, de gagner de l'argent, qui sont très bien. Mais une école qui est là parce qu'elle a une mission d'intérêt général, en tout cas qui est reconnue d'intérêt général, c'est pas du tout pareil. Oui, tout à fait. Nous aussi, CPE Lyon, on est ESPIG, et ce label, il est important. Et il signifie qu'on a la même
la même mission d'intérêt public que les établissements publics. Et on a des valeurs particulières. Voilà, on est reconnu en tant que tel. Et d'ailleurs, il y a le petit badge. Normalement, je crois que sur Parcoursup cette année, il y aura le petit badge SPIG qui sera mentionné pour toutes les écoles qui suivent ce modèle-là. Oui, merci d'avoir en effet fait cette précision, puisqu'on voulait aborder le sujet justement. L'idée, c'est pas d'opposer le public et le privé, mais il y a privé et privé. Et en fait, là encore, c'est l'objectif, c'est de vous donner des clés de choix. Tout le monde est libre de choisir, finalement, en âme et conscience, mais c'est important de savoir ce qu'on choisit, en fait. Peut-être Sarah, le choix, oui. Donc moi, j'ai été il n'y a pas longtemps, donc je suis en 2e année actuellement. Et Parcoursup, je sais que ça a beaucoup changé, donc je pourrais pas vraiment... j'ai un peu arrêté de suivre, on va pas se mentir. Je me suis beaucoup posé de questions. Et en fait, surtout les questions de où est-ce que je me vois, où est-ce que je me projette. Est-ce que j'ai envie d'être dans un établissement où c'est assez encadré, où j'ai accès à beaucoup de ressources? Est-ce que je veux plus être dans mon coin, travailler plus sur moi-même et avec... de mon côté plutôt avec plus que tout ce qui est université, etc. Ou travailler beaucoup pour travailler sur de grandes compétences, approfondir mes compétences pour ensuite avoir plus d'accès. Moi, je suis plus partie sur le premier choix où donc j'avais accès à beaucoup de ressources et je pouvais un peu créer mon parcours comme je le souhaitais. Donc, je suis partie sur les écoles Sésame avec donc tout ce qui est école de commerce. Je suis sûre que vous avez dû en entendre parler. J'ai fait également des choix des bachelors. Donc j'ai fait les concours sur quelques écoles qui proposaient des bachelors et c'était plus pour un backup où après ces 3 années l'idée est de me réorienter avec une passerelle, aller sur des écoles qui proposent des masters ou des universités et j'ai mis aussi quelques facs et voilà, j'ai touché un peu à tout. Donc, comme ça a été mentionné précédemment, c'est très important de ne pas tout miser sur un même choix, parce que Parcoursup, on ne sait pas comment ça se déroule réellement. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de choix, peut-être sur certaines voies très peu de vœux. Il faut toujours faire attention et se poser les bonnes questions. Donc, même si par exemple en tant qu'étudiant, vous dites, l'étudiant se dit ah non, moi je veux pas aller en fac, ah non, j'ai pas envie parce que c'est trop loin, ah non, j'aime pas ce qu'ils proposent. Ok, alors essayez de voir quels sont les atouts dans cette filière et essayez de chercher quelque chose dans une autre filière. Peut-être c'est pas le commerce qui l'intéresse, mais ça sera plus on va dire l'art ou l'économie. Voilà, il faut se poser des questions, il faut essayer de comprendre et de toucher un peu à tout pour toujours avoir des backups. Et oui, je pense que c'est l'essentiel. Ce qui est important, c'est de se dire aussi, il n'y a pas tellement de hasard quand vous faites 10 choix. De notre côté, et là je suis sûr que je parle pour toutes les écoles sérieuses, on essaie vraiment de recruter des étudiants qui, au moment où on les recrute, ont des capacités de s'insérer dans leur secteur. Récemment, j'ai vu quelqu'un qui m'a dit « c'est de la faute de l'ESCA, si je suis devenu pilote de chasse, c'est parce que vous ne m'avez pas pris, donc j'ai fait l'armée ». Et finalement, il est devenu pilote de chasse, ce qui est très bien aussi. Certains vous diront c'est peut-être mieux, j'en sais rien, ça c'est des questions de goût. Et pareil, toutes les écoles de commerce, toutes les écoles d'ingénieurs, on a des personnes qui vous disent en début d'année, celui-là c'est un peu un choix par défaut, vous étiez le plan B, je voulais une prépa, puis parfois j'ai eu la prépa mais je préférais prendre l'ESCA par sécurité. Donc il faut vous dire qu'il n'y a pas de hasard et que c'est une sélection qui se fait de deux côtés. Vous faites des choix, nous on fait des choix. Et en général, ça converge au bout de... Tout d'un coup, ça arrive souvent, nous, c'est en 2e année de bachelor, que tout d'un coup, certains étudiants me disent « Ah bah oui, finalement, j'ai bien compris pourquoi j'ai été pris ici et j'ai pas été pris dans d'autres formations qui... Bon, après, nous, on a la chance, 80-90% de nos étudiants veulent être chez nous. Mais même pour cela, il faut bien structurer vos plans B en vous disant « Si eux me prennent, ça a un sens ».
Voilà, pas faire de choix au hasard en fait, même dans les 10 choix, y réfléchir et ensuite il y a une cohérence qui va se mettre en place puisque je rappelle que c'est pas un algorithme Parcoursup qui distribue des élèves dans la France entière, mais c'est des établissements qui répondent à des vœux. Donc vous allez faire des vœux pour des formations parce que vous avez travaillé le dossier, vous avez travaillé le projet, vous allez avoir éventuellement, il y a des gens qui vont avoir des vœux exclusivement en école d'ingé parce que c'est vraiment ça leur truc. Ils sont associés, enfin ils sont largement incités à faire aussi des vœux sur des formations moins sélectives ou non sélectives, sachant que là, voilà. Et des vœux qui leur permettront de rejoindre une école d'ingénieur, mais plus tard. Éventuellement, ou sur des ça peut être via un BTS, via un but, enfin voilà. Donc ce sont des parcours. Et d'ailleurs, je vais m'arrêter là parce que je vois qu'il y a des questions dans la salle et en fait, je voudrais garder absolument du temps pour les questions. Attendez, je vous apporte un micro. Moi, je suis un peu perdue. Par exemple, on parle de CTI. J'ai fait, je pense que je suis à mon 2e salon. Et en fait, on ne sait pas aujourd'hui. CTI, on nous dit non, il faut prendre CTI. Mais c'est quoi l'impact demain sur le monde du travail et par exemple, aller travailler à l'international. Parce qu'il y a des écoles qui, en parlant avec les étudiants, en allant à des journées portes ouvertes, ou des anciens élèves, sans CTI, elles ont eu un très bon salaire, elles ont eu une très bonne insertion dans des entreprises, elles ont pu aller travailler à l'international. Est-ce qu'aujourd'hui, sur tous ces labels, et moi plus particulièrement sur le CTI, est-ce que je peux trouver une étude d'impact école avec CTI, école sans CTI, quel est le retour à l'emploi, quels sont les salaires à la sortie. Je sais pas si... Oui, parce que du coup, on nous donne des labels, mais derrière, en fait... c'est un gage de qualité, de fiabilité, comme on disait. En fait, la CTI délivre des diplômes d'ingénieurs. Donc, il peut y avoir des écoles qui sont tout à fait intéressantes avec des débouchés qui n'auront pas proposé de diplôme d'ingénieur accrédité par la CTI. Bon, après, nous... il y a des types d'écoles qui préfèrent avoir le diplôme accrédité par la CTI, avoir toutes les garanties à proposer à leurs étudiants. D'autres, pas forcément. Et c'est pas pour ça que l'étudiant n'aura pas de boulot, etc. Si vous voulez, dans cet écosystème, il y a beaucoup de modèles, beaucoup de propositions. Voilà, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut savoir s'y retrouver, savoir faire un choix éclairé. Et pareil, c'est pas parce que vous prenez une école avec un diplôme d'ingénieur très reconnu, etc., que vous ferez. Il y en a. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces écoles et de ces diplômes. L'enjeu, il est là. Nous, on propose on s'assure que nos diplômes sont de bonne qualité, que les établissements sont de bonne qualité, pérennes, etc., existeront dans quelques années. Après, aux étudiants de s'en emparer, de prendre les opportunités qui sont offertes, etc. Vous voyez, c'est un gage de qualité au départ, mais après... Alors, peut-être je peux juste apporter un tout petit complément. La CTI, c'est quand même la commission des titres d'ingénieur, ça existe depuis très longtemps. Est-ce que ça... Non mais, ça existe. Donc ça, c'est quand même, j'allais dire, c'est un élément déjà de pérennité. Par ailleurs, ça garantit un socle assez général de compétences sur le diplôme. Vous pouvez très bien avoir une école, on voit avec la cybersécurité ou avec le digital, des formations qui ont de bons niveaux, qui font pas forcément l'effort d'accréditation et qui vont aller envoyer des jeunes diplômés qui vont faire des belles carrières parce que finalement on est sur le digital, c'est très agile, c'est très rapide. Si d'aventure ils veulent ensuite étoffer, ça veut dire qu'ils vont rester dans cette carrière-là et très bien, fine, il en faut pour tout le monde, d'où le RNCP. Là, on n'est pas en train de opposer les uns et les autres, on est en train d'essayer de vous expliquer qu'une commission des titres d'ingénieur, en fait, elle s'assure que l'information, elle est suffisamment généraliste aussi pour garantir une une reconversion. Et quelque part, vous démarrez, vous allez être chimiste, vous faites une école de chimie, vous allez avoir des spécialisations et vous pouvez revenir, en fait, avec un socle un peu plus large, on va dire, que sur d'autres types de formations. Je suis désolée, c'est un petit peu flou, mais c'est quand même... Non, je crois que c'est vraiment important. On peut faire une belle carrière en étant dans une école qui n'est pas reconnue. Ça, il n'y a pas de doute. C'est plus facile avec une école qui est reconnue. Et souvent, c'est plus facile sur le long terme.
Voilà, c'est ça la vraie garantie. De toute façon, quelqu'un qui n'a pas la CTI, il n'est pas ingénieur. Donc déjà, c'est simple. Et des domaines, il n'y a pas besoin d'être ingénieur. Exactement. Donc là, c'est pas grave. Mais si quelqu'un veut être ingénieur, un jour ou l'autre, il faudra qu'il passe par une école CTI. Je crois c'est vraiment ce que vous disiez sur le projet, en fait. Pareil en management. Si ce que vous visez, ce sont des emplois qui payent parfois très bien, mais de managers intermédiaires, un bachelor non gradé peut suffire. Est-ce qu'au bout de 5 ans, vous aurez toujours la possibilité d'évoluer? Vu les dossiers que nous on reçoit pour des poursuites d'études, je pense que c'est plus compliqué. C'est ça, pour rebondir sur d'autres, sur le long terme, pour rebondir, je vois dans le domaine des écoles d'ingénieurs, la partie recherche aussi peut être très importante. Il y en a qui continuent en thèse, en doctorat après leur diplôme d'ingénieur. Pour faire une thèse, il faut avoir le diplôme d'ingénieur. Enfin, il y a quand même des standards exigés, attendus, qui permettent après de se projeter sur des poursuites d'études ou de rebondir au cours de la carrière à différents moments. Vous avez des passerelles. Hein. Juste un petit exemple, c'était quand j'étais en terminale et que je devais choisir, moi aussi j'avais envie de choisir plein d'écoles qui proposaient des programmes assez atypiques et très différents, mais je voulais m'assurer quand même avoir un socle de sûreté. Donc une école qui est pérenne, qui propose un programme reconnu, qui fait partie de la conférence des grandes écoles, etc. C'est cette base de sûreté. Et j'ai un professeur qui m'a donné un exemple, qui m'a dit, imagine ton école, elle disparaît comme ça du jour au lendemain. T'es au bout de ta 3e année et on te dit ah non, l'école elle ferme. Je sais pas comment, pourquoi, dans quel cas. Bah si elle ferme, qu'est-ce que je fais ? Je dois me réorienter, je dois dire ah bah si j'ai fait quelques années dans cette école, mais et les autres me disent bah non, ton école elle n'existe pas, elle n'existe plus. Donc même après, peut-être j'ai un diplôme, peut-être j'ai un super bon job et je fais plein de choses hyper sympas. Dans 5 ans, si 5 ans après mon diplôme, j'apprends que mon école elle disparaît. Peut-être que, je sais pas, mon diplôme, il n'existera plus, il sera plus reconnu. Donc, il faut faire attention. Sarah, je voudrais qu'on prenne une dernière question. Oui, toute simple. Je voulais savoir s'il était possible, dans tout cet univers d'acronymes qui est un peu barbare, là, de trouver un lieu où on puisse avoir un descriptif et un peu à quoi correspondent tous ces titres. Est-ce qu'il y a un site? Est-ce qu'il y a une documentation? À quoi se référer? La grande force du système français, c'est qu'il y a beaucoup de passerelles. Pour avoir fait mes études en Angleterre, où c'est très compliqué, si vous avez raté l'équivalent du bac, c'est fini pour la vie. Vraiment, là, j'exagère à peine. Pareil aux États-Unis, vous n'avez pas de bons résultats, vous ne récupérerez jamais une très bonne voie. Donc, c'est les passerelles, mais ça fait un système qui est compliqué et touffu. Donc, il n'y a pas, non, moi, à ma connaissance, il n'y a pas de site qui vraiment explique tout. Ce que je vous ai dit au début est vrai chez nous. Pour les autres, je ne peux pas vous dire. Triple accrédité, vous avez tout. Ensuite, vous descendez grade, visa et ensuite RNCP. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et ça va pas. Par contre, même s'il y avait un site, il pourra vous faire 15 pages, mais sur les écoles de commerce, à la fin, ce sera ça le résultat. Peut-être les sites d'orientation comme le NICEP, le site de l'étudiant, où là, il y a quand même pas mal d'explications, de témoignages. Je pense que la conférence des grandes écoles travaille sur une clarification de tous ces éléments en fait. Voilà. Donc la conférence des grandes écoles en fait elle chapeaute la conférence des directeurs des écoles d'ingénieurs et la conférence des directeurs des business schools. Donc il y a deux, voilà, c'est un écosystème et ils sont tout à fait conscients et c'est aussi pour ça qu'on insiste beaucoup sur ces aspects qualité des formations parce qu'ils sont conscients qu'il y a un enjeu pour les parents et les élèves qui font leur choix à s'y retrouver. Il y a eu une énorme finalement inflation de formation ces derniers temps et sans doute davantage qu'à l'époque où on était nous-mêmes étudiants. Et donc c'est important que les parents puissent s'y retrouver mieux. Donc je sais qu'ils travaillent sur des outils de clarification de tous ces sigles très nombreux qu'on comprend mal. Oui, et par exemple sur le sigle ESPIG, donc dont on parlait tout à l'heure, les établissements privés d'intérêt général, vous avez pas mal de ressources sur le site de la FESIC, qui est une fédération d'écoles, où là il y a des petits flyers qui expliquent ce modèle d'établissement, à quoi ça sert, voilà, les valeurs défendues. Voilà, donc vous pouvez retrouver quand même pas forcément centralisées sur le même site, mais toutes les informations en ligne quand même
en fouillant un petit peu. S'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on en reste là. Je vous remercie tous de votre attention et merci particulièrement à nos intervenants parce que c'est un sujet complexe et difficile à rendre simple. Mais en tout cas, voilà, le sujet, notre objectif, c'était de pouvoir vous dire soyez vigilants. Merci. Bonne journée. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple, ou sur Spotify, ou sur Deezer, ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leur problématique. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.